V va être négatif. Donc, la V, ici, représente la mesure algébrique de V. Mais on a vu une chose, c'est que quand le mobile se déplace, et si le mouvement n'est pas rectiligne, eh bien, le vecteur UT, il est à chaque fois tangent à la trajectoire, et donc, sa direction n'est pas constante. Donc, UT, comme il a une direction variable, il est variable, même si son module est toujours égal à 1. Alors, on va essayer de voir comment on va trouver la dérivée ou la différentielle d'un vecteur unitaire, parce qu'on aura souvent à le faire. Donc, on va chercher, on va prendre un vecteur unitaire et on va chercher sa dérivée quand ce vecteur change de direction. Voilà. Donc, on va prendre un repère qui est fixe. Par exemple, on va prendre le cas où on a un repère cartésien, donc muni des vecteurs unitaires I et J qui sont constants, et on va essayer de voir comment, si on a un vecteur unitaire U, c'est-à-dire U a un module égal à 1, mais quand l'angle θ que fait le vecteur U avec l'axe des X varie. On a vu que quand on a une trajectoire quelconque, eh bien, la direction de U varie. Donc, l'angle θ ici va varier. Alors, comment on va trouver le vecteur DU, c'est-à-dire la différentielle du vecteur unitaire? Eh bien, on peut écrire U en fonction des vecteurs unitaires I et J, la base cartésienne. Donc, c'est UXI plus YJ. UX, c'est quoi? UX, vous voyez que c'est le module de U, c'est 1. UX, c'est 1 cosinus θ. C'est-à-dire, UX, c'est cosinus θ. Par contre, UY, c'est la projection de U sur l'axe des Y. Eh bien, ce sera égal à sinus θ. Donc, voilà comment on écrit le vecteur U en fonction de l'angle θ. Maintenant, quand on est sur la trajectoire, par exemple, l'angle θ varie. Alors, quand l'angle θ varie, comment va varier U? DU, eh bien, on va chercher, on va dériver U par rapport à θ. Donc, DU, je vais dériver cosinus θ et sinus θ par rapport à θ. Alors, la dérivée de cosinus θ, la différentielle de cosinus θ, c'est moins sinus θ, donc dθ. Ça, il faut le savoir, hein? Il faut savoir dériver. Donc, quand vous avez la fonction cosinus θ, sa dérivée, c'est moins sinus θ. Donc, la dérivée de cosinus θ I, c'est moins sinus θ dθ fois U. I, pardon, le vecteur unitaire I. Plus la dérivée, puisque le vecteur I est constant, hein, donc on ne le dérive pas, la dérivée de sinus θ fois J, la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ, donc la différentielle de sinus θ, c'est cosinus θ dθ fois I. Donc voilà comment mathématiquement on déduit le vecteur DU avec I et J constants puisqu'on est en coordonnées cartésiennes. Alors si on cherche le module de DU, hein, vous avez ici le module de DU, ce sera moins sinus θ dθ au carré plus cosinus θ dθ au carré, le tout racine. Donc voilà, le module de DU, c'est racine. Alors là, je mets UX, UY, c'est DUX, DUY. Hein. Bien sûr, là, il y a une erreur. Hein. D'accord, vous la rectifiez, mais vous avez compris que c'est la composante de DU suivant X au carré, plus la composante de DY au carré. Donc, ça fait qu'on aura racine de DUX, c'est-à-dire moins sinus θ dθ au carré, plus cosinus θ dθ au carré. Alors, vous voyez que ici, on peut mettre dθ au carré en facteur et on aura sinus carré θ plus cosinus θ, cosinus carré θ. Alors, sinus carré plus cosinus carré,
vous le savez, c'est égal à 1. Ce qui fait que le module de du est égal carrément à dθ. Donc le module de du, c'est dθ. Maintenant, on va chercher la direction de du. Eh bien, pour chercher la direction de du, bon, donc on va chercher le produit scalaire u du. Parce que je sais que le produit scalaire u du, c'est module de u, je sais que c'est 1. Module de du, c'est dθ. Cosinus de l'angle entre u et du. Donc, pour trouver l'angle entre u et du, je calcule le produit scalaire u du. Alors, u, c'est cosinus θ i plus sinus θ j, scalaire. Alors, du, c'est moins sinus θ dθ i plus cosinus θ dθ j. Je calcule le produit scalaire et qu'est-ce que je trouve quand vous développez ça? Cosinus θ i, donc ii, c'est 1 et jj, c'est 1. Et le reste, c'est le produit scalaire ij, c'est 0. Le produit scalaire ji, c'est 0. Donc, je vais avoir moins cosinus θ sinus θ dθ, module de i au carré, c'est 1. On va être plus sinus θ cosinus θ dθ fois module de j, module de i, c'est 1. Ça veut dire que je vais trouver 0. Alors, vous refaites le calcul par vous-même et vous trouvez que le produit scalaire u du est égal à 0. Si le produit scalaire u du est égal à 0, cela veut dire que du et u sont perpendiculaires entre eux. Donc, du est perpendiculaire à u. Donc, finalement, quand j'ai un vecteur unitaire dont la direction est variable, son module, sa variation, plutôt sa différentielle, le module de sa différentielle est égal à carrément la variation de θ, de sa direction, et le vecteur différentiel du est égal à, il est perpendiculaire à u. Donc pour trouver du, j'ai son module qui est égal à dθ et j'ai sa direction qui est perpendiculaire à u. Et je vais appliquer ça à tous les vecteurs unitaires que je vais rencontrer. Quand j'aurai un vecteur unitaire variable, j'aurai son module, la variation du vecteur unitaire du. Eh bien, son module va être égal à la variation de sa direction et sa direction, elle est le du, la différentielle de u, elle est carrément perpendiculaire à u. Voilà. Ça, je vais l'appliquer tout le temps. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on va appliquer ça au calcul cinématique en coordonnées curvilinéaires, c'est-à-dire on va appliquer ce résultat au vecteur ut et au vecteur un. Alors, le vecteur v, il n'y a pas de problème, on a vu que c'était v fois ut, c'est-à-dire la mesure algébrique de v fois ut. Maintenant, on va chercher comment on va déterminer l'accélération. L'accélération, le vecteur accélération, on a vu que dans le cas général, tout le temps, c'est la dérivée de v par rapport au temps. Le vecteur accélération, c'est la dérivée de v par rapport au temps. Ici, ce sont des vecteurs. Alors, je vais dériver v ut. Alors là, c'est un produit de mesure algébrique fois un vecteur. Eh bien, quand je vais dériver comme si je dérivais un produit. Hein, je sais que quand je dérive un produit, j'ai la dérivée du premier terme fois le second, plus le premier terme fois la dérivée du second. C'est-à-dire que ici, la dérivée de v ut, ce sera la dérivée de v par rapport au temps vecteur ut, plus la dérivée, plus v fois la dérivée de ut par rapport au temps. Et là, je sais que ut, c'est un vecteur variable. Donc, dut sur dt, on l'a vu tout à l'heure, il existe et il n'est pas nul. Voilà. Est-ce
Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez intervenir, hein, je vous ai dit que vous pouvez intervenir quand vous voulez, il n'y a pas de problème, je répondrai à vos questions. Et si j'explique des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter. Voilà. Donc, on va chercher des unités. Madame, Oui. vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît. Réexpliquer cette diapo ou la précédente? Non, celle-là. Celle-là uniquement. Je reprends. L'accélération, on l'a vu au début du chapitre, c'est la dérivée, l'accélération en vecteur, hein, dans le cas général, quand on a un mouvement dans l'espace, eh bien, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, on l'a vu quand on a démarré. On l'a décrit de manière générale. Quel que soit, ceci est valable, quel que soit le système de coordonnées que vous utilisez. Cartésien, curviligne, polaire, cette relation est toujours valable. Alors maintenant, en coordonnées curviligne, on a vu que le vecteur vitesse, il s'écrit sous la forme un vecteur qui est parallèle à UT et dont la mesure algébrique vaut V. Ça, on l'a vu précédemment. Voilà. Alors maintenant, je vais dériver dV sur dt, ça veut dire que je vais dériver V par rapport au temps. Alors ici, j'ai V, mesure algébrique, qui est une variable, dans le cas général, et on a vu que le vecteur UT, c'est un vecteur aussi variable. Donc, je dérive un produit. Alors, quand je dérive un produit, comment je fais? Je dérive la première partie, dV sur dt, fois UT, on bat le deuxième terme, je mets V, et la dérivée du deuxième terme. Est-ce que vous savez ceci? Est-ce que vous savez dériver un produit? Oui, madame. Très bien, voilà. Alors maintenant, on va chercher, donc ici, dV sur dt, je peux l'avoir, d'accord? UT, je connais, et je vais chercher la dérivée dUT sur dt. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on dérive un vecteur unitaire, je reprends ici la diapo, eh bien le vecteur du, son module est égal à dθ, c'est-à-dire la variation de sa direction, et le vecteur du est perpendiculaire à u. Je vais appliquer ça au cas où j'ai mon vecteur unitaire, c'est le vecteur UT. Alors, qu'est-ce que je cherche? DUT. Et tel que le module de DUT, c'est dθ, et le vecteur DUT va être perpendiculaire à UT. Est-ce que vous me suivez? Ça, on vient de démontrer. D'accord? Donc, quand je dérive un vecteur unitaire, c'est bon. Voilà. Ça veut dire que le vecteur DUT, son module, c'est dθ, et sa direction, elle est perpendiculaire DUT et perpendiculaire à UT. Or, je sais que le vecteur unitaire normal, UN, il est perpendiculaire à UT. Ça veut dire que DUT va être parallèle à UN. Donc, on va écrire DUT, ça va être égal à dθ UN. Est-ce que vous avez compris ça? Là, vous voyez que DUT est parallèle à UN et le module de DUT, c'est bien dθ. Donc, voilà comment on écrit DUT. C'est dθ UN. Vous me suivez? Alors, maintenant, voilà, très bien. Et donc, le premier terme de l'accélération, c'est dV sur dt UT. On va chercher le deuxième terme. Le deuxième terme, comment on va l'écrire? On va l'écrire V dθ sur dt UN. Or, dθ, comment je vais l'écrire dθ? Ici, comment je vais écrire dθ? D'accord? Je reviens parce que ce que je connais, c'est l'abscisse curviligne et dθ. Comment je vais faire pour le calculer? Alors, je reviens en arrière et je fais un petit rappel. Alors, bien voilà, quand on a vu que j'ai l'arc de cercle, à l'instant T, le mobile se trouve au point M,
à l'instant t', il se trouve en m'. Le vecteur déplacement, c'est le vecteur mm'. Et ds, c'est l'arc mm'. La longueur de l'arc mm', c'est ds. Et maintenant, on a vu, quand on a parlé du plan osculateur, on a vu que à chaque position sur la trajectoire, on va avoir ce qu'on va appeler un cercle qui va contenir l'arc mm'. Ça veut dire que l'arc mm', c'est un arc de cercle. D'accord? L'arc mm', il est confondu avec un arc de cercle. Voilà. Alors, comment je vais chercher maintenant, si j'ai un arc de cercle ici, comment je vais chercher ds en fonction du rayon de courbure? Alors, je passe ici, à la diapo suivante. Voilà. Alors, je sais que quand je vais déterminer le rayon de courbure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la perpendiculaire en M à la tangente et la perpendiculaire en M' à la tangente. Et ces deux perpendiculaires, elles vont se couper au point I, qui est le centre de courbure, qu'on va appeler le centre du cercle, si vous voulez. Eh bien, comment on exprime ds, la longueur de l'arc ds, en fonction de dθ? Alors, on sait que ds, la longueur de l'arc ici, de cercle, c'est R, le rayon du cercle, fois dθ. Vous le savez ça? Par exemple, quand vous faites un tour complet, le périmètre du cercle, daïra, icône 2π, parce que vous faites un tour 2π fois R. Maintenant, si au lieu de prendre un tour complet de π, vous prenez ici uniquement un angle dθ, eh bien la longueur de l'arc ici, elle va être égale à R dθ. Or ici, R, c'est ρ. Donc, ds, c'est la longueur de l'arc mm', c'est l'arc de cercle de rayon ρ et de centre I, et qui est sous-tendu. Sous-tendu, l'angle dθ. Voilà, vous avez dθ ici, et l'arc sous-tendu, c'est mm', c'est ds. Ça veut dire que ds va être égal à ρ dθ. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Oui. Comment on trouve l'angle dθ? Comment on trouve l'angle dθ? Eh bien, l'angle dθ, il va dépendre. Comment? Il va dépendre de quoi? Eh bien, ici, pour l'instant, on a une trajectoire quelconque. Donc, si on connaît les positions M et M', si je connais, par exemple, la longueur de l'arc ds, ici, si je connais le rayon de courbure, j'ai vu comment je le détermine, je peux déterminer dθ. Dθ, ça va être ds sur ρ. Je sais déterminer le rayon de courbure. On l'a vu. Mais justement, nous, on cherche ds. Nous, justement, on cherche ds. Donc, là, on a cherché ds, on a exprimé ds en fonction de dθ. Mais maintenant, notre but dans le problème, c'est qu'on cherchait dθ. Donc, dθ, c'est ds sur ρ. D'accord? D'accord, très bien. On suppose qu'on connaît l'abscisse curviligne. Donc, à chaque point, on connaît S, donc on va trouver ds. Donc, ici, on cherche dθ. Donc, on revient à notre formule. Donc, ds égale ρ dθ. Ça veut dire que dθ, c'est ds sur ρ. On revient à notre diapo. Alors, voilà. Donc, on revient ici. Voilà. Donc, on a vu que DUT, c'est dθ UN. Or, dθ, c'est ds sur ρ. Et ds, c'est v dt. On sait que ds, que v, la mesure algébrique de v, c'est ds sur dt. La mesure algébrique de v, on l'a vu, hein, vous reprenez précédemment, c'est ds sur dt. Vous voulez qu'on revienne?
Hein? Donc V, c'est ds sur dt. Donc, finalement, dθ, c'est dθ, c'est ds sur ρ, et donc c'est vdt sur ρ. Voilà, c'est vdt sur ρ. Ça veut dire qu'on va remplacer dut par v dt sur ρ multiplié par v. Ça va me donner donc v dut sur dt, ça va être égal à v multiplié par v dt sur ρ sur dt. Ça me donnera v2 sur ρ, un. Voilà. Alors ceci, pour que vous soyez bien convaincus, moi j'ai écrit comme ça, mais maintenant les gens qui n'arrivent pas à suivre, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Quand vous êtes tout seul, vous prenez un stylo et vous écrivez les formules et elles viennent toutes seules. Donc finalement, l'accélération en coordonnées curvilignes, elle s'écrit suivant une somme de deux termes. Un terme qui est parallèle à ut, et dans le module vaut dv sur dt, la valeur algébrique vaut dv sur dt, plus un terme qui est parallèle au vecteur un, normal, et dans le module vaut v2 sur ρ. Donc, en définitif, donc ça je pense qu'on va pas le... Donc finalement, ici, l'accélération, c'est une somme de deux termes. Un terme parallèle à ut, qu'on va appeler l'accélération tangentielle, et un terme qui est parallèle à un, qu'on va appeler l'accélération normale. Et on va essayer de voir ce que nous donne chacun des termes. Alors, si on regarde l'accélération tangentielle, on a vu, l'accélération tangentielle, c'est dv sur dt ut. Eh bien, l'accélération tangentielle, sa mesure algébrique, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et sa direction, c'est tangente. Alors, at intervient, quand est-ce qu'intervient at? Eh bien, quand dv sur dt est différent de 0, c'est-à-dire lorsque le module de la vitesse varie. Donc, si le mouvement est uniforme, c'est-à-dire le module de la vitesse est constant, l'accélération tangentielle est nulle. Maintenant, graphiquement, donc, je reprends, l'accélération tangentielle nous renseigne sur la variation de la vitesse en module. Elle intervient quand le module de la vitesse varie. Si le mouvement est uniforme, ça veut dire que le module de la vitesse est constant, l'accélération tangentielle est nulle. Maintenant, si on a un mouvement qui n'est pas uniforme, comment on va déterminer at? Eh bien, graphiquement, on peut le déterminer. Regardez ici, on a le diagramme des vitesses, on a V en fonction du temps, et j'ai pris un comportement où on a pratiquement tous les sens. Eh bien, vous voyez que si, là j'ai mis les intervalles de temps, TA, TB, TC, etc. Donc, si T est compris entre 0 et TR, TR c'est là, c'est la position où la vitesse s'annule. Eh bien, dans ce cas-là, le module de V est positif. Cela veut dire que mon mobile se déplace dans le sens positif, dans le même sens que UT. Maintenant, si T est parallèle, est supérieur, si T est supérieur à TR, dans cette région-là, entre TR et l'infini, eh bien, vous voyez que la vitesse est négative et cela veut dire que le mobile se déplace dans le sens négatif, c'est-à-dire opposé à UT. Madame, alors, vous voyez, oui. C'est le diagramme des vitesses, c'est la courbe, c'est ça? C'est la courbe qu'on a vue juste avant. Là.
Ah, si vous voulez, oui. C'est le diagramme. J'ai pris un exemple. Si je comprends bien, là, c'est le diagramme des vitesses, oui, revient au point de départ. Oui, c'était un exemple. Hein. D'accord, si vous voulez. On peut dire ça. On peut dire que notre mobilité... Peu importe, ça n'a pas d'importance, d'accord. La dernière fois, excusez-moi, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu qu'il était négatif. Ah. Vous vous rappelez? Oui. On va dater que la vitesse est annulée. On va dater qu'il a continué. D'accord, mais le comportement était opposé dans l'exercice 4, si vous vous rappelez. Ah, oui, l'exercice 4, on avait le diagramme des vitesses, on avait discuté, d'accord. Mais la vitesse, elle démarrait avec une mesure algébrique négative. Ah, oui, absolument. D'accord, donc il est parti dans l'autre sens ou il est revenu. D'accord. Donc, bon, mais là, on peut le voir, sans que ce soit un cas particulier. J'ai pris un exemple, voilà. Et donc, si vous voulez, compris. Donc, T égale TR ici, c'est la position où le signe de la vitesse s'inverse. Ça veut dire que c'est une position, c'est un point de rebroussement. Donc ici, même si le mouvement n'est pas rectiligne, vous voyez quand on est sur une trajectoire quelconque, eh bien, quand la vitesse change de signe, ça veut dire quand la vitesse s'annule en module, eh bien, en un point donné, eh bien, dans ce cas-là, on a un point de rebroussement. Voilà. Alors maintenant, si on regarde toujours maintenant comment se déplace mon mobile et quel est le mouvement, la nature du mouvement, eh bien, je vois qu'entre O et TA, entre T égale O et TA, ici, le module de la vitesse augmente. Donc, si je regarde la pente de la tangente ici, la tangente, elle est croissante. Ici, donc dV sur dt est positif et donc le module de V augmente et donc j'ai un mouvement accéléré. Maintenant, si je suis dans l'intervalle de temps TA-TB, regardez, la pente de la tangente, la droite qui est tangente ici au diagramme V de T, elle est dirigée vers le bas. Cela veut dire que la pente de la tangente est négative. Donc dV sur dt est négatif. Et le module de V, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Donc, entre TA et TB, j'ai un mouvement décéléré. On bête. Entre TB et TC. Ici, vous voyez que la pente de la tangente, la courbe est croissante. Ça veut dire que la pente de la tangente est positive. Et cela veut dire qu'entre TB et TC, dV sur dt est positif, le module de V augmente. C'est un mouvement accéléré. On bête. Entre TC et TR. Entre TC et TR, vous voyez que la pente de la tangente est négative. Ça veut dire que le module de V va diminuer et je vais avoir un mouvement retardé ou la décéléré. Voilà. Donc, tout ça, entre 0 et TR, tout ça se fait dans le sens positif. Mais j'ai un mouvement accéléré, on va décélérer, on va d'accélérer, on va décélérer. Voilà. Maintenant, à partir de TR, quand le mobile a fait demi-tour, sa vitesse est devenue négative. Donc, pour T supérieur à TR, V négatif, j'ai un mouvement dans le sens négatif. Eh bien, je regarde, c'est la même chose maintenant. Pour T compris entre TR et TD, je suis là. La pente de la tangente est négative. Ça veut dire que dV sur dt est négatif. Le module de V, qu'est-ce qu'il fait? Le module de V, regardez, il a été 0, ben à chaque fois, au module, ça augmente. J'ai un mouvement accéléré. Ensuite, entre TD et TC, TE, pardon. Ici, la pente de la tangente est positive. Cela veut dire que dV sur dt est positif et le module de V, vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Il va diminuer, j'ai un mouvement décéléré et ainsi de suite. Voilà. OK? Donc, vous voyez que le diagramme des vitesses me renseigne comment varie l'accélération
tangentielle. Hein, le diagramme des vitesses me permet d'avoir le module d'accélération tangentielle, c'est-à-dire comment varie la mesure algébrique de V. Attention, pour savoir si c'est un mouvement accéléré ou décéléré, je dois tenir compte de la variation du module de la vitesse, pas de la variation de dV sur dt. Vous voyez que ici, j'ai dV sur dt qui est positif ou négatif et j'ai un mouvement accéléré ou décéléré. Et en sens inverse ici, vous voyez que j'ai dV sur dt qui est négatif ou la positif et le mouvement peut être accéléré. Donc ça, il faudrait que j'en tienne compte. Alors, bon, ça, je pense que vous allez le lire. Hein, c'est une illustration, mais on n'a pas le temps de trop traiter. Maintenant, si je regarde l'accélération normale. L'accélération normale, on a vu, elle s'écrit V2 sur ρ fois UN. V au carré, c'est toujours positif, et ρ, c'est positif. Ça veut dire que l'accélération normale, ici, elle est toujours parallèle et de même sens que UN, puisque V2 sur ρ est positif. Alors, regardons ce qui se passe. Si on a une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire, c'est une droite. Alors, on a vu que, dans ce cas-là, le rayon de courbure est infini, on l'a déjà vu. Et dans ce cas-là, si on fait tendre ρ vers l'infini, AN va tendre à 0. C'est-à-dire, quand j'ai une trajectoire rectiligne, il y a uniquement l'accélération tangentielle qui intervient et l'accélération normale est nulle. Maintenant, si j'ai un mouvement circulaire, eh bien, eh bien, ρ, c'est le rayon du cercle. Et donc, AN est positif et AN est dirigé vers le centre du cercle. Vous voyez que AN est toujours dirigé vers le centre du cercle. Alors maintenant, si on a le cas général, si j'ai une trajectoire quelconque, qui n'est ni tout à fait une droite, ni un cercle. Alors, comment je vais voir pour trouver l'accélération normale? J'ai vu que l'accélération normale, c'est V2 sur ρ, ça c'est le module, et sa direction, c'est le vecteur UN. Alors, le vecteur UN est toujours dirigé vers le centre de courbure. Je regarde ici. Alors, pour trouver de quelle position se trouve le centre de courbure, eh bien, il faudrait que j'imagine que j'ai un arc de cercle et essayer de voir où va se trouver le centre du cercle. Par exemple, quand je suis ici, dans cette région-là, l'arc de cercle va être comme ça. Et donc, le vecteur AN va être dirigé, le UN va être dirigé vers le centre de courbure et AN est dirigé vers le centre de courbure. Maintenant, si je suis dans cette région-là, j'aurai un arc de cercle comme ceci. Et le centre de courbure va se trouver ce côté de la courbe, pas de l'autre côté. Et donc, vous voyez que AN va être dirigé vers le centre de courbure. Quand je serai ici, dans cette région-là, AN est dirigé vers le centre du cercle. Voilà. Le cercle qu'on avait vu, qui était tangent à la trajectoire en cette position-là. Quand je suis de l'autre côté, dans cette région-là, vous voyez que le centre du cercle va être dirigé dans ce sens-là et AN va être comme ceci. Donc voilà comment est dirigé le vecteur AN et son module, c'est V2 sur ρ. Alors maintenant, regardons par exemple ici, hein, si on vous demande de représenter le vecteur AN, voilà, donc ici, regardez, si vous mettez AT comme ça, et AN, au lieu de le diriger dans ce sens-là, vous le dirigez en sens inverse, le AN, c'est sûr qu'il est faux, parce qu'il n'est pas dirigé vers le centre de courbure, et dans ce cas-là, le vecteur A, c'est sûr qu'il est faux. D'accord? Donc, pour avoir le vecteur A, je vais tracer AT qui est tangent à la trajectoire, et AN qui est perpendiculaire à la trajectoire, et donc dirigé vers le centre de courbure, et le vecteur A, c'est pas ça. D'accord? Ça, c'est faux. Voilà. Donc, en définitif, voilà ce qu'on peut dire, que le vecteur accélération en coordonnées intrinsèques, il est dirigé, ses composantes
suivant la base de Freinet, UT et UN, donc AT, CDV sur DT, UT, est lié à la variation du module de la vitesse. Si la vitesse est constante, AT égale 0. Par contre, le vecteur AN, accélération normale, il est parallèle au vecteur unitaire UN, normal, et il est lié à la forme de la trajectoire par le biais de ρ. Donc, plus le rayon de courbure est grand, plus AN va être petit, et inversement. Et bien sûr, il est lié aussi au module de la vitesse. Voilà. Donc, avec ça, on aura terminé donc le paragraphe concernant l'étude du mouvement en coordonnées curviligne. Voilà. Alors, je vous conseille de reprendre un peu ce qu'on avait vu ici, cette description ici, c'est important, ça revient souvent. Cette description ici, dans les deux cas ici, vous la reprenez et vous essayez de bien suivre ce qu'on a discuté ici. Voilà. Donc, on a terminé le chapitre sur les coordonnées curvilignes. Est-ce que vous avez des questions précises? Non, de toute manière, je vous ai envoyé le PDF de cette partie-là. Alors, vous dites à vos camarades, ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, c'est que, qui n'ont pas reçu aussi les PDF du cours et de TD, cela veut dire que l'adresse mail qu'ils m'ont donnée n'est pas correcte. Voilà. Donc maintenant, on va passer au paragraphe suivant, c'est l'étude du mouvement en coordonnées polaires. Alors voilà ce qu'on va traiter. Donc tout ça, on n'a pas beaucoup de temps, vous savez. Bon, on va essayer d'avancer quand même, parce que 1 heure, c'est très court. Donc voilà. Donc ici, attendez, donc, chercher l'animation. Ça, la faute pour l'animation, j'ai pas trouvé le. Attendez, pardon. Bon, je vais enlever ça parce que. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là je vais faire l'animation. Donc, étude du mouvement en coordonnées polaires. Alors, comment on va déterminer la position d'un mobile quand on va travailler en coordonnées polaires? Alors, pour travailler en coordonnées polaires, il faut d'abord que le mouvement soit contenu dans un plan. Alors, on définit l'axe polaire, c'est l'axe OX, où O, c'est un point origine. On l'appelle le pôle. En coordonnées polaires, le point O origine, on l'appelle le pôle. Et l'axe OX s'appelle l'axe polaire. Alors, si on a un point M, voilà, qui est par exemple ici, eh bien, comment on va définir les coordonnées et la position du point M en coordonnées polaires? Donc, voilà, les coordonnées polaires vont être données par R et θ. Alors, R, c'est quoi? R, c'est le module du vecteur OM. On a le vecteur de position OM. Eh bien, pour trouver la valeur de R, c'est le module de OM. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc, en coordonnées polaires, la variable R, c'est une quantité qui est toujours positive, c'est un module. Quelle que soit la position, R est toujours positif. Maintenant, l'angle θ, eh bien, c'est l'angle que fait l'axe OX avec l'angle θ, on l'appelle l'angle polaire, et donc, c'est l'angle que fait l'axe
le vecteur OM avec l'axe OX, c'est-à-dire c'est l'angle OXOM. Voilà, ça c'est l'angle θ. Donc voilà comment on repère un mobile M, la position, en coordonnées polaires. Donc il faut avoir les valeurs de R et θ. Ça c'est les coordonnées polaires. Ça, il faut le connaître. Voilà. Alors si je connais pour chaque temps R et θ, donc la fonction R de t et la fonction θ de t sont des équations paramétriques horaires. Oui, oui, mademoiselle. Vous avez une question? Oui, madame. Bon. Dans quel mouvement? Voilà, donc R de t et θ de t, c'est en mouvement. Pardon? Dans quel mouvement? Donc, on est en coordonnées polaires, quel que soit le mouvement. Si vous avez un mobile qui est au point M, quel que soit le mouvement, alors si vous connaissez l'axe polaire, il faut le définir. Voilà, c'est un axe quelconque, et que vous définissez vous-même, et l'origine, ce qu'on appelle le pôle, c'est le point O, point origine. Alors, si vous connaissez ces deux choses uniquement, donc il y a un axe et un point. Le point qui se trouve sur l'axe, bien sûr, le point O qui se trouve sur l'axe. Eh bien, votre mobile, n'importe où il se trouve, eh bien, vous pouvez le repérer par rapport à, en coordonnées polaires, donc par rapport à l'axe polaire et au pôle. Alors, les coordonnées polaires du point M, c'est R et θ. R, c'est la distance OM, et θ, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe des X. Voilà. Maintenant, ça, donc je connais bien la position de M si je connais R et θ. Voilà. Et mon repère, c'est OX avec le point O origine. Maintenant, si pour chaque temps, je connais R de t et θ de t, eh bien, je connais les équations paramétriques horaires en coordonnées polaires. Voilà. C'est l'équation paramétrique, fonction du temps, horaire, en coordonnées polaires. Voilà. C'est bon? On continue. Voilà. Alors maintenant, on a besoin de définir ce qu'on appelle la base polaire. On sait que quand qu'on est dans un repère donné, eh bien, on a besoin de connaître les vecteurs unitaires. Et suivant le système de coordonnées que vous choisissez, vous avez ce qu'on appelle la base. On a vu, par exemple, en coordonnées cartésiennes, la base cartésienne, c'est les vecteurs IJK. Maintenant, quand on est en coordonnées polaires, la base polaire, eh bien, la base polaire, ce sera, alors d'abord, on va définir le vecteur unitaire radial, UR. Le vecteur unitaire radial est tel que il est parallèle et de même sens que le vecteur UR et son module est égal à 1. Donc, le vecteur OM, il va s'écrire R fois UR. Voilà, ça c'est le vecteur unitaire radial. On va définir aussi un deuxième vecteur, parce qu'on est dans le plan, il faut deux vecteurs unitaires. Donc, le vecteur unitaire orthoradial, ou transversal si vous voulez, c'est le vecteur Uθ. Le vecteur Uθ, vous voyez comment il est ici, il est perpendiculaire, il est unitaire, donc son module est égal à 1, et il est tel que l'angle entre UR et Uθ soit égal à plus pi sur 2. Voilà, donc, voilà, l'angle entre UR et Uθ faut plus pi sur 2. Donc voilà comment je définis la base polaire. Elle est formée des deux vecteurs unitaires, UR et Uθ. Donc la base polaire, elle est formée des deux vecteurs, UR, le vecteur unitaire radial, parallèle à OM, et ensuite le vecteur Uθ, qui est perpendiculaire à UR, et de manière que l'angle entre UR et Uθ fasse plus pi sur 2. Voilà. Alors comment
on va maintenant utiliser ce repère. Alors, on va remarquer la chose suivante, c'est que les vecteurs UR et Uθ, eh bien, leur module est toujours égal à 1, mais que va-t-il se passer lorsque le point M va se déplacer? Regardez, j'ai le point M ici, j'ai UR et Uθ. Maintenant, supposons que mon point M s'est déplacé. Donc voilà, il se déplace. Eh bien, que va-t-il se passer? Vous voyez que le vecteur UR et le vecteur Uθ ont tourné. Ça veut dire que UR et Uθ, eh bien, ce sont des vecteurs qui sont variables. Eh bien, on va essayer de voir comment exprimer la variation des vecteurs UR et Uθ. On va en avoir besoin pour la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires. Alors, on a vu déjà, on l'a vu en coordonnées intrinsèques, que le vecteur DU, son module, c'est l'angle entre U et U'. Si U varie de DU, bon, là je pense que, bon. Donc, si à l'instant T, je reprends, si à l'instant T, j'ai un vecteur unitaire U, à l'instant U', T', j'ai le vecteur unitaire U'. Le vecteur DU est tel que c'est U' moins les U plus DU, ça me donne U'. Ça veut dire que l'angle θ avec lequel a tourné le vecteur unitaire, c'est l'angle entre U et U'. Voilà, l'angle dθ, c'est ça. Pendant dt, le vecteur unitaire U tourne de dθ et le module de U est toujours égal à 1. Voilà. Alors, dans ce cas-là, du, comment il est? Du, le vecteur du, vous voyez, quand dt tend vers 0, le vecteur du, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir très petit ici et il va se rapprocher de l'arc de cercle et il devient pratiquement tangent à l'arc de cercle. Vous voyez? Donc, quand θ diminue, cet angle-là diminue, eh bien, du se confond avec l'arc de cercle. Et donc, le module de du, vous voyez ici l'arc de cercle, ici, c'est R dθ. Donc, ici, j'ai l'angle dθ et l'angle dθ ici. Et donc, le module de du, c'est R, c'est module de U, c'est 1 fois dθ. Ça veut dire que le module de du, c'est dθ. Voilà. Alors maintenant, et comment il est du? Il est perpendiculaire au rayon, puisque du, il est tangent au cercle, donc il est perpendiculaire au rayon. Ça veut dire, bon, on redémontre ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que quand je cherche le vecteur du, variation de U, eh bien, le vecteur du est perpendiculaire au vecteur U, et le module de du, c'est la variation de l'inclinaison, c'est-à-dire, le module de du, c'est dθ. Eh bien, on va appliquer ça, donc, pour la suite. Donc, là, on a fait ça, on a vu ça, hein. On a montré ça, donc c'est pas la peine que je réexpose. Et c'est la même diapo qu'on avait pour les coordonnées intrinsèques. Donc, le module de du, c'est dθ, et du est perpendiculaire à U. Alors, on va appliquer ça. Maintenant, si j'ai le vecteur unitaire UR, je vais chercher DUR. DUR, il doit être perpendiculaire à UR et son module, c'est dθ. Cela veut dire, voilà, DUR, il est perpendiculaire à UR et son module, c'est dθ. Alors maintenant, si je regarde un autre vecteur qui est perpendiculaire à UR, eh bien c'est le vecteur Uθ. J'ai vu que Uθ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à UR. Donc, que va-t-il se passer? Donc, DUR, il va être parallèle puisqu'il est perpendiculaire à UR. Et Uθ est aussi perpendiculaire à UR. Ça veut dire que DUR et Uθ sont parallèles entre eux et le module de DUR, c'est dθ. C'est-à-dire qu'on va écrire
Hein, voilà, donc entre UR et Uθ, c'est pi sur 2. Donc, on va trouver que DUR, c'est égal dθ fois Uθ. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que la différentielle de UR, c'est dθ fois Uθ. On continue. Pardon. Alors maintenant, si je regarde, je cherche duθ. Si je cherche maintenant la variation de Uθ. Alors, je sais que l'angle entre UR et Uθ, c'est un angle qui fait pi sur 2. Uθ et duθ, c'est la différentielle de Uθ avec Uθ, c'est un angle qui va faire pi sur 2. Donc, l'angle entre UR et duθ, c'est UR Uθ plus Uθ duθ. Ça veut dire que l'angle entre UR et duθ, c'est un angle de pi. Est-ce que vous le voyez? Hein? Regardez. Donc, quand je vais de UR à Uθ, je tourne de pi sur 2. Ensuite, quand je vais de Uθ à duθ, je tourne encore de pi sur 2. Et donc, pour aller, voilà, là c'est apparu, bon. Donc voilà. Donc, je reprends. Quand je vais de UR à Uθ, je tourne de pi sur 2. Ah oui. Ensuite, quand je vais de Uθ à duθ, je tourne aussi de plus pi sur 2. Ce qui fait que l'angle entre UR et duθ, c'est pi. Ça veut dire que duθ s'écrit égal à moins dθ UR. Et vous voyez que le vecteur UR et Uθ, comme ils sont tout le temps perpendiculaires, quand UR tourne de dθ, eh bien Uθ tourne aussi du même angle de dθ. Ça veut dire qu'on a la même représentation ici entre UR et DUR et entre Uθ et duθ. À part que duθ, ça va être moins, ne pas l'oublier, dθ qui est le même pour UR et Uθ de UR. Voilà. Alors, regardons maintenant ce qui va se passer lorsque on a un mouvement rectiligne qui passe par le point O. Regardez ce qui va se passer. Je reprends. Donc, quand j'ai un point M qui se déplace sur une droite, bien vous voyez que le vecteur UR reste toujours, hein, le point M, le vecteur OM est toujours parallèle à UR. Donc, quand j'ai un mouvement rectiligne, attendez, je vais reprendre. Voilà, je reprends ici. Alors, quand j'ai un mouvement, une trajectoire rectiligne passant par O, regardez ce qui va se passer quand le mobile se déplace, donc sur la droite, une droite. Là, voilà la trajectoire. Bien, que va-t-il se passer? Le vecteur UR est parallèle à la droite et le vecteur Uθ est perpendiculaire à la droite. Donc, vous voyez ce qui se passe quand le point M se déplace. Que se passe-t-il? Vous voyez que le vecteur UR reste constant en module et en direction. Sauf, il y a un cas particulier, c'est quand on passe par le point O, le vecteur UR reste, il bascule de l'autre côté, c'est tout. Mais sinon, quand on a une trajectoire rectiligne qui passe par O, eh bien le vecteur UR est constant et le vecteur θ est constant. Et dans ce cas-là, eh bien, on va trouver donc la vitesse et l'accélération qui vont être constantes. Par contre, regardez, si je choisis mal les coordonnées, alors si j'ai une trajectoire rectiligne, mais qui ne passe pas par l'origine, hein, donc vous voyez, là, la trajectoire ici, c'est une droite, mais qui ne passe pas par O. Regardez, voilà, GR c'est ça, et θ c'est ça. Et que va-t-il se passer quand le mobile va se déplacer? Regardez ce qui va se passer.
eh bien, le vecteur UR, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il change de direction. Je reprends la démonstration. Vous voyez que quand la trajectoire ne passe pas par O, donc je n'ai pas choisi la bonne trajectoire, voilà, j'ai une trajectoire ici. Ça, c'est une trajectoire qui passe par O. Donc, on l'a vu, le vecteur UR est constant, il ne bouge pas quand le point se déplace. Par contre, si j'ai une trajectoire qui est rectiligne, c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, je n'ai pas bien choisi mes systèmes de coordonnées, eh bien, vous voyez que le vecteur UR, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il change de direction. Il n'y a pas la même direction. Voilà. Donc ça, c'est très important, savoir choisir le système de coordonnées et surtout l'origine. Hein, pour les coordonnées polaires, ne pas avoir uniquement l'axe OX, mais aussi avoir l'origine qui a une position bien précise. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'écrire le vecteur déplacement. Alors quand à l'instant T, je suis au point M, à l'instant T' égale T plus DT, je suis au point M', eh bien le vecteur déplacement, c'est le vecteur MM'. Alors comment je vais écrire le vecteur MM'? On a cours de maths. Vous avez cours de maths. Madame, Ah, je voulais vous demander une chose. Est-ce que vous pouvez me contacter pour qu'on fasse un cours supplémentaire mardi? Hein? Je vais vous inviter pour un cours mardi. quand vous voulez. Je vais vous inviter pour un cours mardi. Pardon? D'accord. Mais à D'accord, quelle heure? Parce que D'accord, peut- madame. à bien faire, d'accord. D'accord, madame. Pour le mardi. Maman,